Très bien, nous allons commencer. Bonjour à tous. Donc, nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui parmi nous Jean Bobéro. Alors, je vais vous le présenter un petit peu tout de même. Jean Bobéro, que nous remercions d'ailleurs d'être venu ici en Corse et qui animera aujourd'hui cette conférence du CCU, de l'Université Interage, et qui demain animera un séminaire de l'école doctorale. Donc, il fait deux interventions différentes et différenciées. Donc Jean Bobéro est docteur en histoire et docteur ès-lettres et sciences humaines de l'Université de Paris 4 Sorbonne, docteur honoris causa de l'Université de Bruxelles. Et bon, être reconnu docteur honoris causa, c'est quand même, comment dire, une marque de distinction particulière, puisque ça se fait à l'international, que ça procède de tout un dossier de préparation avant d'arriver à la cérémonie elle-même. Jean Bobéro est également président d'honneur et professeur émérite de l'école pratique des hautes études en Sorbonne. Il a été titulaire de la chaire Histoire et sociologie de la laïcité jusqu'en 2007. En 1995, il a fondé le GSRL, le groupe de sociologie des religions et de la laïcité, qui est devenu par la suite le groupe Société, Religion, Laïcité au CNRS EPHE. Il a dirigé ce groupe jusqu'en 2002 et il en est toujours membre. Il a donné des cours et des conférences sur la laïcité outre la France dans 40 pays des 5 continents, dont de nombreuses universités nord-américaines, japonaise et européenne, où il a été professeur invité. En 1997-98, il a été conseiller pour la formation à la citoyenneté de la ministre déléguée de l'enseignement scolaire, Mme Ségolène Royal. Jean Bobéro est chevalier de la Légion d'honneur et officier dans l'ordre du mérite. Il est membre du conseil d'administration de la Fondation Maison des sciences de l'homme. Il a été également, en 2004, membre de la commission Stasi. Voilà. Donc, je citerai 2 ou 3 de ses ouvrages que je vous recommande évidemment de lire, bien entendu. Je ne vais pas tous les citer, mais Vers un nouveau pacte laïque en 1990, La morale laïque contre l'ordre moral sous la Troisième République, L'histoire de la laïcité en France, etc., etc. Et il a donc, bien qu'ayant atteint l'éméritat, il a donc une activité intellectuelle et nationale et internationale toujours très intense. Donc il va nous présenter une conférence intitulée « Laïcité et vivre ensemble ». Et avant de lui donner la parole, je tiens à le remercier au nom du CCU de toute la communauté universitaire. Voilà, merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, laïcité et vivre ensemble, c'est un vaste programme. Et notamment, le mot laïcité est un mot très, très familier en France, qui aujourd'hui est brandi comme d'un étendard par des gens très, très différents, voire divergents. Sur le plan politique, ça va de Mélenchon à Marine Le Pen, qui tous se réclament de la laïcité. Bon, et on peut se présupposer que ce n'est pas exactement la même laïcité qui est mise derrière ce mot. Bon. Mais ce qui risque d'arriver d'ailleurs sur tout l'échantillon politique, c'est qu'on parle surtout de la laïcité pour fustiger les atteintes à la laïcité. Et quand vous entendez dans les médias ou vous lisez dans la presse des articles sur la laïcité, c'est toujours pour fustiger les atteintes à la laïcité. Et moi, j'ai dit un jour à une émission au responsable d'une émission de télévision, j'aimerais bien une fois ne pas participer à une émission sur les atteintes à la laïcité, mais à une émission sur la laïcité. Et donc, non, j'ai jamais participé à une émission de télévision vraiment sur la laïcité, je vais essayer de le faire aujourd'hui. Alors, comme c'est un sujet passionnel, c'est difficile pour un historien, un sociologue qui essaye de travailler de manière universitaire, d'intervenir dans ce débat avec la prétention d'avoir d'autres critères. Bon. Alors, je précise tout de suite, d'ailleurs, pour éviter une fausse interprétation et différenciation entre théoriciens et praticiens,
que j'ai eu pendant 20 ans des responsabilités administratives. Bon, Pascal a cité l'une d'entre elles, qui a été d'être conseiller de Ségolène Royal quand elle était ministre de l'enseignement scolaire. Mais j'ai eu également des responsabilités, bon aussi, il les a citées aussi au niveau de mon laboratoire et de l'école pratique des hautes études. Et donc j'ai eu moi-même à régler ce qu'on appelle des problèmes de laïcité. Donc je sais aussi ce que c'est comme praticien, et je nie pas le fait que des fois c'est un peu délicat, un peu difficile. Ceci dit, je dis tout de suite pour ne pas justement, parce que ce qui est terrible, c'est de séparer les problèmes de laïcité des autres problèmes, c'est que j'ai eu à régler d'autres problèmes beaucoup plus dramatiques, beaucoup plus graves que les problèmes dits de laïcité. Et c'est le boulot, quand on est dans des responsabilités, eh ben, de régler un certain nombre de problèmes. Tout le problème, c'est que les collègues ne vous tirent pas trop dans les pattes quand on les règle. Bon. Donc dans une démarche universitaire, j'essaye de travailler comme historien et comme sociologue. Bon. J'essaye donc de faire une démarche d'objectivation. Mais je précise tout de suite que l'objectivation, ce n'est pas le juste milieu. Et une référence très forte des sociologues, c'est Max Weber, évidemment. Et Max Weber, qui était le champion de ce qu'il appelait la neutralité axiologique, c'est-à-dire la neutralité quant au jugement de valeur, avait surpris tout le monde en étant un supporter, disons, dans le temps actuel, d'un anarchiste qui était candidat à l'université. On lui disait, mais comment vous, qui êtes pour la neutralité axiologique, vous pouvez être favorable à l'inscription de cet anarchiste? Bon, à la fin du 19e siècle, être anarchiste, c'était lourd comme engagement politique, et mettre un anarchiste comme professeur d'université, ça choquait beaucoup de mandarins. Bon. Et Weber avait dit, mais oui, mais dans sa négation de l'ordre social, il peut du coup avoir un point de vue qui nous échappe à nous tous, qui sommes trop insérés dans cet ordre social. Bon. Et donc, autant ça serait contraire à la neutralité axiologique qu'il n'y ait que des anarchistes qui soient profs d'université, autant qu'il y en ait un dans la collégialité universitaire, eh bien, c'est un point de vue tout à fait intéressant qui peut dévoiler des impensés, des points aveugles, et qui contribue donc à l'objectivité. Bon. Donc ça veut dire qu'effectivement l'objectivité ne s'obtient vraiment que de manière collégiale, hein, que chacun évidemment est dans une objectivité relative, et que en tout cas l'objectivité ne se confond pas avec le juste milieu, mais avec une démarche de distance par rapport aux stéréotypes dominants, par rapport aux idées dominantes d'un temps et d'un lieu. Bon. Alors, et au niveau, en tout cas sociologique aussi, de ne pas subir les dictats, les impérialismes idéologiques, et essayer de faire des constats, et constat ne signifie pas approbation. Par ailleurs, comme historien, je dirais que ce que l'histoire peut apprendre, c'est un certain recul. Et pour nous, le sujet qui nous concerne, la laïcité est un terme qui a été utilisé socialement dès les années 1880. Bon, on fait remonter la naissance de la laïcité française à 1789, la Déclaration des droits de l'homme et le fait que la souveraineté ne soit plus fondée religieusement, mais devienne un exercice politique d'une volonté populaire, normalement. Bon. Et donc ça nous met déjà dans une durée assez longue, et ça nous permet de replacer les problèmes actuels de la laïcité française dans une perspective de longue durée, dans une perspective historique, de situer le présent dans un ensemble. Et vous savez que quand on fait un zoom arrière et qu'on passe du zoom au panoramique, eh bien, on voit des choses que le zoom ne permettait pas de voir. Alors évidemment, l'ennui du panoramique, c'est que c'est un peu une vue d'avion, mais finalement, le zoom, c'est l'expérience personnelle que chacun de vous ici peut avoir et qui est forcément quelque chose de divers et d'enrichissant. Bon. Et le panoramique, c'est ce que je vais essayer de faire en essayant donc de prendre du recul et de brasser plus large. Bon. Ma préoccupation, quand je travaille aussi, c'est de me dire que penseront les historiens dans 100 ans ? Que penseront les historiens dans 100 ans ? Parce que, comme historien, je vois bien ce que les gens ont pensé il y a 100 ans ou il y a 150 ans.
à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, vous aviez des féministes qui disaient non, le suffrage n'est pas véritablement universel parce que les femmes ne votent pas. Bon. On disait à ces féministes qu'elles avaient un point de vue très particulier, très militant, et ce qui apparaissait objectif, universel, normal, incontestable, c'était ce qu'on appelait le suffrage universel. Et maintenant, en fait, on sait bien que c'était le suffrage masculin, et il suffisait, disons, d'être un enfant disant que le roi est nu pour s'en apercevoir dès l'époque. Il n'empêche que tout le monde parlait de suffrage universel, alors que le suffrage n'était que masculin. Et autrement dit, c'était le langage militant et apparemment particulier qui était plus scientifique que le langage qui était normatif. Donc c'est quelque chose d'intéressant et ça concerne directement notre sujet parce que la laïcité a été un des facteurs qui a retardé le droit de vote des femmes. Le thème de la femme soumise est un grand thème des militants laïcs. Alors la femme était soumise au curé à l'époque, elle était soumise au clergé. Pourquoi ? Parce qu'elle allait à confesse. C'est la femme catholique qui allait à confesse et donc qui n'était pas libre et donc qui ne pouvait pas voter, qui devait être éduquée avant de pouvoir voter, a été un grand classique. Ce qui fait d'ailleurs que pendant que dans des pays d'Europe du Nord, de culture protestante, mais des pays également de culture catholique comme la Pologne, des pays de culture musulmane comme l'Albanie ou la Turquie, les femmes avaient le droit de vote. Les femmes en France n'avaient toujours pas le droit de vote. Le premier qui a eu l'intention de leur donner le droit de vote, ça a été Pétain dans son projet de constitution pendant la guerre. La constitution n'a pas marché parce que les Allemands l'ont refusée, donc elle n'a pas été promulguée. Et De Gaulle, comme vous le savez, a donné effectivement le véritable suffrage universel en 1944-1945. Et donc, la France est le pays où la différence entre le suffrage masculin, le moment où tous les hommes ont voté, et le suffrage véritablement universel, est la plus longue. Hein, la plus longue. Et bon, je connais rien à la Corse, mais il me semble me rappeler que Paoli avait donné, par contre, le droit de vote aux femmes pendant le moment où la Corse était indépendante. Si je ne fais pas erreur, ça peut être quand même aussi quelque chose d'intéressant à se rappeler, puisque ça fait partie donc de l'histoire de ce qui est aujourd'hui la France. La deuxième remarque que je voulais dire, c'est pour toujours donner 2 ou 3 petits exemples historiques qui nous permet de voir le présent avec un peu de recul, c'est le fameux débat entre Jules Ferry et Clemenceau en 1885 sur y a-t-il des races supérieures, y a-t-il des races inférieures. Bon. Jules Ferry dit il y a des races supérieures, des races inférieures, et le devoir des races supérieures, c'est de civiliser les races inférieures. Et Clemenceau dit non, il n'y a pas de race inférieure. Et ce qui était intéressant, c'est qu'alors que le débat est sur Madagascar et sur l'expédition à Madagascar, les exemples que donne Clemenceau pour montrer qu'il n'y a pas de race inférieure sont tous des exemples tirés d'Asie. L'Inde, la Chine, le Japon, etc. Il donne des exemples de ces vieilles civilisations asiatiques. Il ne prend pas d'exemple sur Madagascar même, qui est l'objet du débat, parce que s'il prenait un exemple sur Madagascar, il serait vraiment trop minoritaire. Ça paraissait tellement évident aux gens à cette époque que les Blancs étaient supérieurs aux Malgaches, aux Africains, etc., que même Clemenceau ne peut pas, dans sa critique, aller jusqu'à prendre l'exemple qui est l'objet du débat. Il doit recourir à d'autres exemples, aux exemples des civilisations asiatiques. Donc aujourd'hui, alors évidemment, Clemenceau a été nettement mis en minorité. Je crois qu'il a eu 110 voix et Ferry 3 fois plus. Bon. Et aujourd'hui, bien sûr, c'est inversé et on se dit que c'était Clemenceau qui avait raison et même que Clemenceau aurait dû donner l'exemple des Africains et des Malgaches qui étaient directement concernés par le débat. Bon. Ça veut dire qu'aussi loin qu'on se place dans la critique des idées dominantes de son époque, on n'est jamais assez loin finalement. On n'est jamais assez loin, et que le regard rétrospectif qu'on a sur cette époque est toujours un regard assez sévère. Alors il faut se replacer justement dans le climat du temps, mais se replacer dans le climat du temps, ça ne doit pas être quelque chose de condescendant, ça doit être quelque chose qui nous pose question pour notre aujourd'hui. Et le dernier exemple que je vais prendre, rassurez-vous, je ne vais pas en prendre 10 000, mais le dernier exemple que je vais prendre, c'est
en 2001-2004, il y a eu le centenaire des lois anticongréganistes, la loi de 1901 sur les associations qui comportait une deuxième partie très difficile, très dure sur les congrégations, et la loi de 1904 qui interdisait aux congrégationnistes d'enseigner. Bon. Et en 1901-1904, le thème récurrent que vous retrouvez partout, dans tous les journaux, c'est la République est menacée par les congrégations, la laïcité républicaine est menacée par les congrégations. Et il y a eu un colloque regroupant des historiens de toute opinion, de toute conviction, etc. Et ce colloque s'appelait « La République contre les congrégations ». Et personne n'a mis en cause le titre de ce colloque et tout le monde a situé ses communications dans le cadre de ce titre. Autrement dit, en un siècle, l'idée de la menace s'était complètement retournée. En 1901-1904, pour les républicains, c'était la République était menacée par les congrégations. Et un siècle après, pour les historiens, c'était la République qui avait menacé les congrégations. Et les congrégations ne représentaient pas une réelle menace pour la République. Et donc, vous voyez bien, je vous donne rendez-vous en 2114 pour juger comment notre époque, disons selon quels critères on va juger notre époque, et voir si ce qu'on a dit ce soir tient la route et sera considéré comme objectif dans 100 ans ou non. Bon. Mais comme je crains que vous serez là, mais moi je ne serai peut-être pas là dans 100 ans, je vais vous donner un rendez-vous plus récent, c'est 2015. 2015, on peut penser qu'on sera toujours de ce monde. Or, ce qui est bien, c'est que déjà pour 2015, on peut avoir une petite vérification parce qu'en 1985, le Figaro Magazine avait titré « La France sera-t-elle musulmane dans 30 ans ?» point d'interrogation. Et dans les articles du quotidien, de ce supplément hebdomadaire du quotidien, le point d'interrogation avait disparu. Et on vous expliquait que dans 30 ans, donc en 2015, la religion musulmane serait de loin la première religion française, qu'elle imposerait la charia à notre pays et que Marianne aurait obligatoirement un foulard. Bon. Et j'ai un copain, Alec Grave, qui est professeur à l'Université de Californie et qui compte organiser donc l'an prochain un grand colloque. La France comme pays musulman, point d'interrogation. Je suppose que la réponse sera non, la France n'est pas devenue un pays musulman. Donc vous voyez, cette introduction était peut-être un peu longue, mais c'était pour un peu vous faire prendre conscience à la fois, si vous voulez, du fait que l'historien et le sociologue doivent se travailler pas dans un terrain neutre, mais dans un terrain qui est plein finalement, et on croit toujours qu'il va apporter des précisions supplémentaires. Non, il va percer, il va trouer un savoir qui pour lui est un savoir idéologisé, et il va essayer de faire une démarche de connaissance. Alors, pour quand même avoir un fondement qui nous rassemble, puisqu'il s'agit de vivre ensemble, je vais m'appuyer sur la Constitution. Après tout, la Constitution, c'est le cadre politique du vivre ensemble. Et la Constitution, l'article 1 de la Constitution, dit que la France est un pays, est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Et donc, s'il y a ces 4 adjectifs, indivisible, laïque, démocratique et sociale, on peut penser que chaque adjectif est lié aux 3 autres. Et que la laïcité est indivisible, laïque et démocratique et sociale, que la démocratie est indivisible, laïque et sociale, etc. Bon. Et que tout ça, d'ailleurs, se fait dans un cadre républicain. Bon. Et donc, un lien avec la République constitue ce qu'est la République. Bon. Donc, je vous propose, comme plan de cette conférence, de voir la laïcité comme indivisible, comme démocratique, comme sociale et finalement comme républicaine. Alors, d'abord, la laïcité est indivisible comme la République. Alors, indivisible, qu'est-ce à dire? Bon, je me suis penché, comme je ne suis pas constitutionnaliste, je me suis penché sur les travaux des constitutionnalistes et notamment sur les travaux de Carcassonne et Guillaume qui
on fait un livre sur la Constitution qui reparaît à chaque fois qu'il y a des modifications constitutionnelles et qui est un classique pour les étudiants en droit. Et Carcassonne-Guillaume, dans ce livre, disent « L'indivisibilité n'est pas l'uniformité, elle impose simplement qu'un seul pouvoir politique exerce sa souveraineté sur l'ensemble de la République, quitte à ce que ce pouvoir délègue ses compétences. » Alors, l'indivisibilité n'est pas l'uniformité. Ça, c'est déjà très intéressant parce que ce que vous entendez partout, c'est la France une et indivisible. Alors là aussi, je ne veux pas multiplier les exemples, mais il y a un numéro spécial de Charlie Hebdo qui s'appelle « La laïcité, c'est par où ?» Et ce numéro commence par un éditorial où on vous dit la République laïque est une et indivisible, tout le monde sait ça. Ben non, malheureusement, tout le monde sait peut-être ça, mais voilà, c'est l'exemple type de la fausse connaissance que l'historien et le sociologue et le juriste doivent trouver parce que c'est un stéréotype qui est complètement faux. La France n'est pas une et indivisible, ni la Constitution de 1946, ni la Constitution de 1958 parle de la France une. Au contraire, cet adjectif a été enlevé, et s'il a été enlevé, c'est bien pour une raison très simple, c'est qu'on estimait que l'indivisibilité n'était pas contraire à la diversité. Et ce qu'on peut dire d'intéressant, c'est que effectivement, cette définition que certains pourraient trouver à minima de l'indivisibilité, elle est opératoire parce que si elle était plus substantialiste, plus essentialiste, eh ben, elle ne marcherait pas au niveau de la laïcité. Elle ne marcherait pas au niveau de la laïcité parce que vous avez, pour ne prendre que la France, disons, hexagonale et la Corse, vous avez 3 départements qui fonctionnent selon le droit local, l'Alsace-Moselle. Bon, vous savez aussi, il y a des lois et des règlements spécifiques à la Corse, mais parlons au niveau de la laïcité, c'est l'Alsace-Moselle qui est l'exemple le plus frappant. Alors vous avez un droit local en Alsace-Moselle, droit local dont l'allemand d'ailleurs est la langue officielle, et le Conseil constitutionnel en 2012 a dit il faudrait veiller à traduire progressivement en français les dispositions de ce droit local. Bon, mais on a commencé à les traduire, on n'a pas fini, mais ouais, la langue officielle, ce droit local est l'allemand. Bon. Alors ce droit local, il est constitué par les lois et règlements français existants avant 1871, au moment où l'Alsace-Moselle est devenue allemande, et qui n'ont pas été supprimés par les Allemands pendant la période de 1871 à 1918. Vous avez les lois et les règlements des autorités allemandes entre 1871 et 1918 qui n'ont pas été supprimés par les autorités françaises à partir de 1919. Vous avez les droits et règlements français postérieurs à 1919 qui aménagent, si vous voulez, et font évoluer, parce qu'un droit ne peut jamais rester figé, et cette législation française antérieure en 1871 et la législation allemande pendant les 50 ans où l'Alsace-Moselle a été allemande. Vous avez des lois et règlements concernant plus généralement les régions transfrontalières, parce que les régions transfrontalières ont des lois et des règlements spécifiques, etc., etc. La sécurité sociale, le droit des associations, le droit de chasse, les jours fériés. Les Alsaciens-Mosellans sont des vénards, ils ont 2 jours fériés de plus, le 26 décembre et le vendredi saint. Et la Cour de cassation a dit que ça ne devait pas être considéré comme des jours de RTT, donc ils ont 2 jours fériés de plus. Ces 2 jours fériés concernent directement la laïcité, puisque c'est des jours fériés religieux, bon, la Saint-Étienne et le Vendredi Saint. Bon, donc déjà, si vous voulez, pas mal de choses. Et au niveau de ce qui concerne aussi directement la laïcité, ils ont ce qu'on appelle le régime concordataire, c'est-à-dire le concordat entre la République française et le Saint-Siège, et des cultes reconnus, catholiques, protestants, réformés et luthériens, et juifs. Bon. Le clergé de ces cultes est payé par l'État, par les impôts de tout le monde. Et dans le régime concordataire, il y avait aussi ce qu'on appelait les articles organiques de 1802.
Les articles organiques faisaient un contrôle étroit de la religion. Un contrôle étroit de la religion. Pour prendre un exemple, les évêques n'avaient pas le droit de sortir de leur diocèse sans autorisation expresse du gouvernement. Ou encore les protestants qui ont l'habitude de fonctionner par synode, les catholiques ou qui peuvent avoir des assemblées d'évêques, eh bien, toutes ces assemblées ne pouvaient pas se réunir sans autorisation expresse du gouvernement. Et jamais, sauf une fois pour les protestants, mais jamais pour les catholiques, même les gouvernements dits cléricaux, sous Charles X, sous l'Empire autoritaire, n'avaient donné l'autorisation à des assemblées d'évêques ou à des synodes. Alors, ce qui est bien pour les Alsaciens mosellans, c'est que tous ces articles organiques qui contrôlaient la religion, comme ils ont disparu avec la loi de 1905 pour ce qu'on appelle, les Alsaciens mosellans appellent la France de l'intérieur, eh bien, ils sont plus appliqués en Alsace-Moselle. Et sous le gouvernement Balladur, il y avait eu un député qui avait protesté parce que un pasteur alsacien avait fait un sermon où il critiquait l'idéologie du Front National, pour dire les choses vite. Et Pasqua avait répondu, qui était ministre de l'Intérieur, avait répondu, mais le clergé en Alsace-Moselle est aussi libre que le clergé dans le reste de la France. Les articles organiques sont tombés en désuétude. Autrement dit, les Alsaciens mosellans ont les avantages du régime concordataire, ils n'en ont pas les inconvénients. L'école publique en Alsace-Moselle est confessionnelle pour le primaire, comporte des cours de religion confessionnelle pour le secondaire. Les facultés de théologie sont des facultés d'État, et les cultes non reconnus, c'est-à-dire les cultes protestants autres que luthéro-réformés, les juifs non orthodoxes, l'islam, d'autres cultes minoritaires, ne sont pas régis évidemment par le système concordataire puisqu'ils ne sont pas dans ce système, mais ne sont pas régis non plus par la loi de 1905, c'est le régime du Nini. Et ce système qui est quand même un système très très distinct évidemment du système laïque français tel qu'on est habitué, a été reconnu comme légitime, légitimement dérogatoire, disons, à ce qui règne comme système laïque dans le reste de la France par le Conseil constitutionnel de février 2013. Bon. Alors, comme je vous l'ai dit, qu'on cela ne vaut pas approbation, je ne suis pas en train de vous dire que c'est très bien, je suis en train de vous dire que ça existe et que ça existe de façon stable et pacifique. Et au moment où on répète que le droit à la différence ne doit pas créer la différence de droit, eh bien voilà, sur la laïcité, on a quand même un cas très précis de différence de droit. Et que même si on est contre, et c'est mon cas, il faut constater également que ça n'a rien de dramatique, que les gens qui ont été socialisés par ce système en Alsace-Moselle deviennent ensuite des fonctionnaires de la République partout sur tout le territoire républicain. Et personne, à ma connaissance, aucun parti politique ne dit que c'est une menace terrible contre la République et contre la laïcité. Ça prouve qu'il faut quand même relativiser les problèmes et les aborder avec sang-froid. Bon. Alors, cela engendre, ceci dit, des paradoxes. À la commission Stasi, à laquelle j'ai participé, des parlementaires d'Alsace-Moselle, députés et sénateurs, nous avaient envoyé une lettre signée par tout le monde, disant si vous faites une loi contre les signes ostensibles en Alsace-Moselle, si vous faites une loi contre les signes ostensibles, pardon, ça sera absolument inapplicable. Il faut que vous prévoyiez que ça ne soit pas du tout appliqué en Alsace-Moselle, parce qu'on ne va pas quand même demander à des élèves musulmanes d'enlever un foulard ou à des élèves juifs d'enlever une kippa pour raison de laïcité, alors que les salles de classe ont des crucifix. Eh bien, cette lettre, évidemment, elle est restée lettre morte, c'est-à-dire que la loi s'est appliquée en Alsace-Moselle, et on est dans le paradoxe, effectivement, d'avoir des salles de classe où il y a des crucifix et où on demande aux élèves d'enlever leurs signes, soit la kippa, soit le foulard, soit d'autres signes. Un autre constat qu'on pourrait faire, c'est qu'une évolution et des modifications de ce statut ne vaudrait pas forcément uniformisation. Pour donner un exemple, si le cours confessionnel de religion en Alsace-Moselle, où donc une heure est prévue dans le dispositif scolaire, encore une fois, de l'école publique, devenait un cours de culture religieuse, un cours sur les faits religieux, et non plus un cours confessionnel,
ça serait une expérimentation dont toute la France pourrait bénéficier. Ça ne serait pas une uniformisation par rapport à ce qui existe dans le reste de la France. Et ça serait sans doute quand même plus novateur qu'un cours confessionnel de religion, qui est d'ailleurs a de plus en plus, au fur et à mesure que les élèves sont âgés, ils désertent de plus en plus ce cours, ils peuvent être dispensés, mais il faut être dispensé. Normalement, l'enseignement est obligatoire, sauf dispense. Alors, on peut continuer, mais je ne vais pas trop le faire pour passer aux autres. Mais ce que je voudrais dire de manière générale, c'est que la loi de 1905 implique une neutralité qui s'applique à tout ce qui est indivisible et pas à ce qui est divisible. Donc, elle s'applique à la puissance publique. Et notamment, par exemple, il est clair que quand Nicolas Sarkozy a prononcé son discours au Latran, où il magnifiait la morale religieuse en disant qu'elle était meilleure que la morale laïque, là, il portait atteinte à la neutralité laïque, puisque en tant que président de la République, il a bien sûr le droit d'avoir son opinion personnelle, mais en tant que président de la République, il choisissait, disons... alors, ce qui est extraordinaire, d'ailleurs, c'est qu'il choisit, c'est une morale particulière versus la morale de tous. Parce que la morale laïque, ce n'est pas la morale des incroyants, des agnostiques, c'est la morale de tout le monde. Bon. Et il privilégiait donc une morale particulière versus la morale de tous. Pareil à Riyad, où il a invoqué, en tant que président de la République, 13 fois le nom de Dieu, en disant que Dieu c'était formidable, etc., ce qu'il a parfaitement le droit de croire. Mais il le faisait comme président de la République. Il a invoqué François Mitterrand, mais François Mitterrand avait dit « je crois aux forces de l'esprit ». Et en disant « je crois aux forces de l'esprit », il se situait comme individu, comme personne, et il ne faisait pas quelque chose d'ex cathedra, il ne disait pas « la France doit croire aux forces de l'esprit ». Donc ça s'applique à la puissance publique, et ça s'applique ce qui, dans l'espace public, représente la collectivité. Par exemple, normalement, je dis normalement parce qu'en fait, il y a eu transgression, mais normalement, vous ne pouvez pas faire une statue de Jean-Paul II, ériger une statue de Jean-Paul II sur une place publique. Parce que le respect de la liberté de conscience de tous fait qu'on peut avoir des opinions diverses et que la neutralité religieuse doit s'appliquer. Par contre, ce qui a été dit en 1905, c'est que tout ce qui, dans l'espace public, est le prolongement de la liberté personnelle et appartient à cette liberté personnelle, là, c'est le règne de la liberté de conscience qui doit s'exprimer. Et même pour des choses qui peuvent choquer des gens. Et c'est pour ça que, par exemple, quand il y a eu le projet de loi interdisant le voile intégral dans l'espace public, le Conseil d'État a dit « vous ne pouvez pas le faire au nom de la laïcité, vous ne pouvez pas le faire d'ailleurs au nom de l'égalité, vous ne pouvez pas le faire au nom de la dignité, parce que laïcité, dignité, égalité ne sont pas opposables à l'individu. C'est des droits dont l'individu peut se réclamer pour qu'il n'y ait pas atteinte à son égalité, atteinte à sa dignité, atteinte à sa liberté de conscience, mais on ne peut pas dire à l'individu « on vous interdit d'être indigne ». Ça n'a pas de sens. Bon. Donc, la loi, juridiquement, n'invoque absolument pas la laïcité. D'ailleurs, elle a changé de critères, puisque c'était d'abord une loi contre le voile intégral, c'est devenu une loi contre la dissimulation du visage, avec d'ailleurs tellement de dérogations qu'en fait, c'est uniquement la burqa et le niqab qui est visé par la loi, mais c'est l'hypocrisie, c'est l'hommage du vice à la vertu. Donc, on a fait en sorte que, soi-disant, elle apparaisse générale. Bon. Et en fait, cette loi, donc juridiquement, n'a rien à voir avec la laïcité, mais médiatiquement et politiquement, on va toujours vous la présenter comme une loi de laïcité. Et par exemple, Jean-François Copé n'a cessé de taper sur les socialistes parce qu'il s'était abstenu, pour la plupart, pas Manuel Valls qui l'avait voté, mais la plupart s'étaient abstenus lors du vote de cette loi, en disant, vous voyez, vous êtes moins laïque que moi parce que vous êtes abstenu lors du vote et en plus, vous n'avez pas protesté quand un gars a piqué son pain au chocolat à un autre. Pour finir avec l'indivisibilité, un autre cas où il y a eu une atteinte à l'indivisibilité laïque, c'est pendant les années Sarkozy également, quand on a confié au Haut Conseil à l'intégration
la charge des dossiers laïcité. Parce que qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire qu'on estimait que la laïcité, c'était lié à l'intégration et donc lié aux immigrés, voire deuxième, troisième génération. On ne sait pas jusqu'à quand on est immigré. Mais que ça ne concernait pas tous les Françaises et tous les Français. Le HCI est incompétent pour se traiter du problème de l'Alsace-Moselle, le HCI est incompétent pour traiter le problème de laïcisation des mœurs, etc. etc. Bon. Et François Hollande et Jean-Marc Ayrault a retiré le dossier laïcité au HCI pour faire un observatoire de la laïcité. Et à ce niveau-là, on retourne donc à une laïcité indivisible. Comme la République, la laïcité est démocratique. C'est le deuxième paramètre important de la laïcité. Et c'est un paramètre important parce que à partir de 1989, il y a eu tout un discours où on a opposé l'universel républicain contre le particularisme démocratique. Et notamment Régis Debray a été un grand théoricien de ça. Il y avait la République, donc universelle, et il y avait les démocraties qui étaient particulières. Alors pourquoi la République était universelle? Parce que l'État surplombe la société en République, disait-il, et au contraire, la société est équivalente ou même supérieure à l'État, disait-il, en démocratie. Alors entre parenthèses, dans ce raisonnement, la République états-unienne est une démocratie et pas une république. Autrement dit, l'universel républicain, comme ce n'est pas non plus l'Italie qui était visée, c'était essentiellement un universel français. Je veux bien que la France soit universelle elle toute seule, mais je constate justement quand je vais à l'étranger que les gens ne sont pas forcément d'accord. Aujourd'hui, alors je rappelle ça parce que ça a été pendant beaucoup d'années ce discours, la République contre la démocratie. Maintenant, on a un peu glissé et on dit la République contre le multiculturalisme. Mais quand vous voyez les arguments qui sont invoqués pour la République et les arguments qui sont envoyés contre le multiculturalisme, ça n'a pas changé. C'est les mêmes arguments qui étaient opposés pendant longtemps à la démocratie qui aujourd'hui sont opposés au multiculturalisme, avec des fois des choses qui ne collent pas du tout quand le multiculturalisme est libéral. Par exemple, dans le multiculturalisme canadien, ce n'est pas du tout des droits reconnus à des groupes, à des collectivités. L'accommodement raisonnable ne fonctionne que pour les individus. Et c'est un droit individuel pour un cas précis qui ne fait pas jurisprudence, si vous voulez, pour d'autres cas, puisque c'est du cas par cas, et donc qui n'instaure pas un droit communautaire. Je voudrais quand même rappeler que la République en France, elle a eu plusieurs tentatives. Première tentative qui a échoué. Alors justement, à cause d'un Corse, Bonaparte. Bon, la Deuxième République qui a échoué aussi. On a retrouvé un Bonaparte pour faire le Deuxième Empire. Et puis la Troisième République qui, elle, a gagné, a érigé de manière stable la République. Bon, certes, il y a eu l'État français pendant 4 ans, mais enfin, à partir de la Troisième République, on peut dire que la France est en République, sauf cette exception cruelle de quelques années. Bon. Et elle a réussi à établir ce régime de manière stable, alors que la première et la seconde avaient échoué. Elle a réussi parce que, justement, la Troisième République a instauré la démocratie en France, ce que n'avait pas réussi à faire la Première République, bien qu'elle en ait eu l'intention. Bon. Et elle a réussi aussi peut-être parce que, d'une certaine manière, relativement peut-être, mais d'une certaine manière, elle a été sociale, ce que n'avait pas été la Seconde République, qui très vite avait été phagocytée par les conservateurs. Les grandes lois démocratiques françaises, elles sont advenues avec la Troisième République. La liberté de réunion, la liberté de la presse, la liberté syndicale, la liberté de la mutualité, la liberté associative, à part justement la partie sur les congrégations. Et enfin, la loi de 1905 proclamant la liberté de conscience et le libre exercice des cultes. Bon. On vit encore sur ces grandes lois républicaines et démocratiques. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que toutes ces lois ont profité à la religion. La liberté de réunion a profité à la religion parce que, à part les réunions dans des édifices religieux estampillés sous le régime concordataire, il fallait demander une autorisation préalable pour tenir une réunion religieuse, politique, intellectuelle, tout ce que vous voudrez. Bon.
La liberté de la presse a profité à la presse catholique, et la presse catholique est beaucoup plus libre sous la Troisième République que sous le Second Empire, y compris d'ailleurs dans de grosses dérives, puisque la Croix se proclame à la fin du XIXe siècle le journal le plus antisémite de France. Donc jusque dans ces dérives, les catholiques ont bénéficié de la liberté de la presse. La liberté syndicale, ben, il y a eu des syndicats chrétiens, il y a eu la création de syndicats chrétiens. Bon. Pareil, des mutuelles, il y a eu des mutuelles chrétiennes, et les associations, encore une fois, si on enlève le volet répressif sur les congrégations, eh bien, il y a plein d'associations religieuses, catholiques, protestantes, juives, etc., qui se sont fondées et qui ont prospéré, avec souvent des objectifs de reconquête. Je rappelle que dans l'entre-deux-guerres, les associations catholiques, leur grand mot d'ordre, c'est « nous referons chrétiens nos frères ». Bon, donc, c'était des associations directement, dont le but était directement un but prosélyte. Tout ça, c'est éclos grâce aux libertés républicaines et démocratiques. Même les lois dites anticléricales, qu'on a surtout retenu, on a retenu la Troisième République comme ayant fait des lois anticléricales, comme si la liberté de réunion ou de la presse était anticléricale. Bon. Mais même les lois anticléricales, la liberté des cimetières, la liberté du divorce, bon. Eh bien, c'est des lois de liberté aussi. Alors certes, ça atteint l'Église catholique parce que la mainmise de l'Église catholique sur les cimetières, le fait qu'une partie de cimetière était bénie, la partie qui n'était pas bénie était appelée terre maudite, même si ce n'était pas son nom officiel. Et donc, à un moment où la croyance en l'au-delà était une croyance sociale très forte, ben, les gens qui étaient enterrés en terre maudite, évidemment, ils avaient toutes les chances de retirer en enfer. Bon. Et qui étaient enterrés en terre maudite? Les filles dites de mauvaise vie, les suicidés, les libres penseurs, les gens qui se convertissaient au protestantisme, etc. etc. Donc, cette loi sur les cimetières, ça a été une loi qui a permis que tout le monde soit enterré dans un cimetière unique, qu'il n'y ait plus cette dissociation, et ça a été une loi de liberté. Et la loi sur le divorce, eh bien, ça a été une loi de liberté pour les libres penseurs, pour les minorités religieuses protestantes et juives qui acceptaient le divorce, et pour nombre de catholiques qui, tout en allant à la messe, avaient envie de pouvoir divorcer. Bon. Autrement dit, ce sont des lois de liberté qui ont imposé la liberté à des autorités religieuses, exactement comme la loi sur l'IVG a imposé la liberté, exactement comme la loi sur le mariage pour tous a imposé la liberté. Et si demain il y a une loi autorisant le droit à l'euthanasie, ça imposera la liberté à des autorités religieuses. Mais ça, c'est effectivement une laïcité démocratique dans la mesure où ce n'est pas une laïcité répressive, ça n'empêche pas les gens de vivre selon leurs convictions. Je rappelle que la loi sur l'avortement, par exemple, il y a la possibilité d'objection de conscience pour les médecins qui ne veulent pas pratiquer d'avortement. Je rappelle que la DMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, dit qu'elle serait tout à fait d'accord pour qu'il y ait une objection de conscience pour les médecins qui ne voudraient pas pratiquer l'euthanasie. Bon. Donc c'est des lois qui essayent d'être inclusives et de permettre à tous de vivre selon ses convictions. Quand on voit la loi de 1905, bon, je vous ai déjà dit un peu à quel point elle a augmenté la liberté. Il est clair qu'à partir de 1905, l'évêque il peut se promener où il veut. Il n'y a plus besoin d'autorisation préfectorale. Il est clair qu'à partir de 1905, il peut avoir des assemblées d'évêques. Et d'ailleurs, il y en a une dès 1906. Et le pape a refusé la loi de séparation pour tout ce qui l'embêtait, mais il a appliqué tout de suite la loi de séparation en nommant des évêques sans demander la permission au gouvernement, puisqu'il avait le droit grâce à la loi de 1905, et en faisant une assemblée d'évêques dès mai 1906. Autrement dit, là encore, on a appliqué la loi de séparation pour toutes les libertés qu'elle donnait, et elle en donnait beaucoup, et on a essayé de la refuser pour le fait qu'elle rompait avec l'officialité, disons, que donnait le concordat, les liens officiels entre l'Église et l'État. Mais les républicains ne se sont pas s'y laisser prendre, et au lieu de faire à ce moment-là des lois répressives, ce qu'espérait le pape, puisque le pape disait qu'il vaut mieux une franche persécution plutôt que des accommodements trompeurs. Bon. Et bien, on lui a donné ces accommodements trompeurs, et dont il ne voulait pas, puisqu'il préférait une franche persécution. Et puis, à partir de 1908, la loi de séparation fonctionne, malgré le refus imposé aux catholiques français par le pape. Elle fonctionne, et elle fonctionne tellement bien qu'en 1914, il peut avoir l'union sacrée.
En 1904, vous ne pouviez pas avoir l'union sacrée. En 1904, les congréganistes prenaient le maquis pour ne pas s'exiler. Et il y avait des incidents à la porte des églises entre des militants libre-penseurs et des militants catholiques. Vous aviez une France qui était au bord de la guerre civile en 1904. Il faut bien s'en rendre compte. Bon. En 1914, le climat est totalement différent. En 10 ans, on a pacifié. Donc, la loi de 1905 a aussi été une loi de liberté, mais elle a un double volet, évidemment. Elle a un volet de rupture avec le caractère officiel des religions, et elle a un volet de liberté, puisque les religions sont mises en gros dans le droit commun, avec quelques aspects spécifiques, parce qu'il faut tenir compte de leur spécificité, mais globalement, c'est le droit commun. Il y a eu, ça s'est pas fait sans mal, et ça s'est fait à travers un conflit interne dans le camp laïque. Il y avait des laïcs anti-religieux, bon, j'en reparlerai demain plus à fond. Il y avait aussi des laïcs, ce qu'on appelle gallicans, qui voulaient un contrôle de l'État sur les églises. Bon. Et ces laïcs ont proposé des amendements. Alors, je vais donner 2 exemples d'amendements proposés par des laïcs gallicans, parce que les laïcs anti-religieux, ça a été... les amendements ont été rejetés à une très très grande majorité. Les laïcs gallicans ont eu plus de voix, ont eu 2 fois à 3 fois plus de voix. Bon. Un amendement, c'était de dire que les églises ne puissent pas intenter d'action en justice contre l'État. Alors, on voit bien l'idée, hein, c'est toujours l'État doit surplomber la société civile, doit surplomber les groupements intermédiaires, et donc les groupements intermédiaires ne peuvent pas avoir un recours juridique face à l'État. L'État est intouchable, l'État est sacralisé. Bon. L'amendement a été rejeté à une assez large majorité, puisqu'il a obtenu 150 voix, et puis contre, je ne sais plus exactement, mais plus de 300 voix contre. L'amendement qui a eu le plus de voix, c'est l'amendement pour interdire le port de la soutane hors les édifices religieux et les messes. Lui, il a eu 184 voix, mais là aussi, il a eu plus de 300 voix pour le refuser. Bon. L'argumentaire est très intéressant. C'était de dire, alors la soutane, c'était la grande robe que portaient les prêtres. Bon. Et qui portait à l'époque non seulement dans la rue quand ils se promenaient, mais qui portait aussi dans des processions qui duraient 3 jours, qui étaient vraiment une occupation de l'espace, de la rue, etc. C'était de dire c'est un vêtement plus politique que religieux. La preuve, dans certains pays, les prêtres ne portent pas la soutane. Aux États-Unis, par exemple, les prêtres ne portaient pas la soutane. D'ailleurs, en France même, on a interdit la soutane sous la Révolution, et Bonaparte avait maintenu l'interdiction de la soutane. Et en fait, peu à peu, les prêtres ont repris la soutane quand ce qu'on appelle l'ultramontanisme, c'est-à-dire la doctrine romaine, dans ce que, pour les républicains, elle avait de plus obscurantiste, de plus autoritaire, de plus contraire aux valeurs de la République, etc., a peu à peu surmonté le catholicisme gallican. Donc, ce n'est pas un vêtement religieux, en fait, c'est un vêtement éminemment politique. C'est un vêtement éminemment politique. Et ce vêtement politique, qu'est-ce qui génère, ou qu'est-ce qu'il induit, ou qu'est-ce qu'il symbolise? Bon, il symbolise la soumission du curé. La soumission du curé à son évêque et l'étroite surveillance que l'évêque peut exercer sur le curé. Quand vous êtes dans une grande ville et que le curé n'est pas forcément connu de tout le monde, bon, s'il se promène en civil... s'il se promène en civil dans une petite rue pas beaucoup passante, il peut câliner une jeune femme, par exemple. Si la jeune femme est consentante, pourquoi pas? Bon. S'il a une soutane, évidemment, il sera très vite repéré. L'évêque recevra une lettre anonyme bien intentionnée le dénonçant, etc. Et l'évêque pourra sévir. Bon. Autrement dit, la soutane est un moyen de surveillance constante des évêques sur les prêtres. Bon. Et donc un moyen de soumission des prêtres à leur évêque. La soutane est aussi, un moyen de prosélytisme. C'est-à-dire qu'un prêtre en soutane, il porte finalement sa conviction avec lui, il se montre comme étant d'une autre essence que les hommes, bon, du coup, c'est une pression, en quelque sorte, à un moment où le catholicisme avait évidemment un poids social bien différent d'aujourd'hui, etc., etc.
Et donc, on disait que les prêtres eux-mêmes voulaient être libérés de cet habit, qu'ils le demandaient à la République, et qu'il fallait absolument que la République les émancipe, les protège, et leur permettre de vivre habillés en civil, hors office religieux. Et Briand a répondu que la loi de séparation était une loi de liberté, je cite, et que donc, avec la séparation, il n'y avait plus de vêtements religieux ou de vêtements non religieux. La République ne faisait plus la distinction. Que d'ailleurs, n'importe qui voulait se déguiser en soutane pouvait le faire. Et donc, la soutane devenait un vêtement comme les autres à partir du moment où la séparation était prononcée. Et ça fonctionnait comme ça pendant longtemps. Le chanoine Kir, célèbre parce qu'il a créé cet apéritif, le Kir, bon, il a été maire de Dijon, il a été député de la République, et il exerçait comme maire en soutane, et il venait à l'Assemblée en soutane. Les religieuses qui sont engagées dans l'action sociale participaient à des commissions officielles en soutane, jusque dans les... pas en soutane, mais en habit de religieuse, excusez-moi, jusque dans les années 60, voire 70. En fait, elles ont changé d'habit après Vatican II. Elles ont changé d'habit par décision libre et personnelle, sans que la laïcité leur demande quoi que ce soit. À un moment, elles ont changé d'habit à un moment où la laïcité était plutôt en phase basse, puisque c'était la loi de Bray qui venait d'être votée et appliquée en 1958, etc., etc. Problème aujourd'hui, les mères de famille qui font les sorties scolaires avec un foulard. Bon. Le tribunal administratif de Montreuil a dit que cela ne constituait pas une atteinte excessive à la liberté de conscience. La loi de 1905 dit « la République assure la liberté de conscience ». Est-ce qu'il va falloir réécrire la loi de 1905 en disant la loi de 1905 ne doit pas constituer une atteinte excessive à la liberté de conscience? On est passé de ce qui doit assurer la liberté de conscience à ce qui peut porter une atteinte non excessive à la liberté de conscience. C'est un glissement très fort, évidemment lié au problème passionnel, disons, qui est lié au foulard. Bon. Mais justement, je voudrais tenir des propos un peu anticonformistes là-dessus. Parce qu'on évoque beaucoup l'égalité entre les femmes et les hommes à ce propos-là. Moi, je pense que c'est quand même la reprise du stéréotype de la femme soumise. Et pourquoi je pense ça? C'est parce que parmi les féministes militantes en 89 qui disaient que c'était un symbole de soumission, il y avait Françoise Gaspard. Et Françoise Gaspard, elle a écrit notamment un article dans le Nouvel Observateur, très, très militant à l'époque, mais Françoise Gaspard est sociologue en même temps. Et elle s'est posé la question, elle s'est dit, mais finalement, j'ai écrit ça à partir de ma conviction, j'ai peut-être pas pris de recul, et elle a fait une enquête. Et elle a fait une enquête qui a donné un livre en 1994 qui s'appelle « Le foulard et la République ». Et là, elle reconnaît qu'elle s'est trompée et qu'en fait, il y a plusieurs manières de porter le foulard. Bon, effectivement, il y a certaines manières qui connotent de la soumission, mais c'est loin d'être toutes les manières de porter le foulard, et elle a fait une typologie avec Farhad Costa-Cavard des différentes manières de porter le foulard. Et moi, je dis, bon, jusqu'à cette enquête, OK, on pouvait opposer une conviction à telle conviction. À partir du moment où il y a une enquête et que cette enquête, on ne prouve pas sa fausseté selon les dispositifs, si vous voulez, en valeur, la science, ce n'est pas la vérité révélée. La science, c'est le savoir le plus pertinent à un moment donné, avec des procédures de validation ou d'invalidation. C'est pour ça que la science progresse, d'ailleurs. Bon. Et là, non, il n'y a eu aucune procédure d'invalidation appartenant aux sciences humaines. Valérie Amirault, d'ailleurs, a fait en 2009 un article synthétique sur toutes les enquêtes sociologiques qui a eu lieu à ce niveau-là. À partir du moment où, effectivement, ça devient quelque chose qui réfute, enfin, qui s'oppose, disons, à une connaissance, à une démarche de connaissance, pour moi, ça devient de l'obscurantisme. Et de prétendre qu'il n'y a qu'une manière de porter le foulard, qu'une façon de le faire, et que ça connote toujours une optique de soumission. À la commission Stasi, d'ailleurs, il y a eu une membre qui a dit une phrase très intéressante. Parce que Jules Ferry avait dit en son temps,
il faut que la science appartienne, que la femme, pardon, il faut que la femme appartienne à la science ou que la femme appartienne à l'Église. Et cet ami de la commission Stasi a dit il faut que la femme appartienne à l'intégrisme ou il faut que la femme appartienne à la laïcité. On a été quelques-uns à lui dire mais attendez, est-ce que la femme ne pourrait pas s'appartenir à elle-même un jour ou l'autre quand même? Est-ce qu'elle est toujours un enjeu, un objet, un être mineur qu'il faut émanciper, qu'il faut éduquer? Bon. Et c'est quand même bizarre que c'est jamais dans ces tenues vestimentaires l'homme qui soit en question. Et c'est toujours la femme. On peut avoir des convictions différentes sur le sujet. Mais justement, ce que je ferais remarquer, c'est que sur d'autres sujets, il y a un dissensus et un débat entre féministes. Sur la parité, il y a eu un débat entre féministes. Il y a des féministes qui étaient favorables à la parité, d'autres qui étaient défavorables. Il y a Elisabeth Badinter qui nous avait dit que ça conduirait à une France juxtaposition de ghetto et ça instaurerait dans notre pays le pire des communautarismes. Ça, c'était en 1997, quand on avait commencé à discuter. On ne sait pas ce que donnera l'avenir, mais enfin, plus de 15 ans après, la loi sur la parité a fait progresser un petit peu la participation des femmes à la vie politique. Les partis politiques l'ont contournée en payant des amendes. L'UMP va la contourner aux élections sénatoriales parce qu'elle va présenter 2 listes avec chaque fois un homme en tête plutôt que présenter une liste avec un homme et une femme. Donc si elle a 2 élus, il y aura 2 mecs et il n'y aura pas un mec et une femme comme le voudrait la loi sur la parité, etc. etc. Bon. Je ne vois pas le pire des communautaristes, je vois une avancée incomplète vers l'égalité femmes-hommes dans un pays où, évidemment, ça serait beaucoup mieux si on n'avait pas eu besoin de la loi sur la parité, ou si les choses s'étaient faites par la dynamique sociale. Mais le problème, c'est que par la dynamique sociale, c'était complètement bouché. Un autre problème où le féminisme est divisé, c'est la prostitution. Pour reprendre l'exemple d'Elisabeth Badinter, c'est un exemple très intéressant à étudier. Vous savez qu'elle avait dit notamment que Marine Le Pen était la seule à défendre la laïcité à un moment. Elisabeth Badinter dit que la prostitution, c'est la liberté de la femme et qu'on ne doit pas faire une loi contre la prostitution parce que c'est la liberté de la femme. Alors, bon, moi j'écoute, hein, je ne suis pas spécialiste de cette question, mais j'ai de la difficulté à comprendre la cohérence. Une femme pourrait se prostituer librement, mais elle ne pourrait pas porter librement un foulard. Il me semble qu'il y a un problème. En tout cas, ce que je constate, c'est que sur la parité et le féminisme, sur la parité et la prostitution, il y a 2 options chez les féministes. Il y a un débat, il y a un dissensus. Et bien, sur le foulard aussi. Sur le foulard aussi, il y a le même dissensus, le même débat entre les partisans de l'émancipation par l'institution et les partisans de l'autonomie. D'autant plus que le foulard, c'est réversible. À mon avis, c'est plus réversible que la prostitution, mais on peut en débattre. Bon. C'est en tout cas plus réversible que les mariages forcés, c'est en tout cas plus réversible que l'excision. Bon. Et qu'on pourrait dire que, justement, un des critères entre la contrainte de la loi et la liberté aux individus, c'est l'irréversible et le réversible. Qu'on fasse une loi contre l'excision parce que l'excision est irréversible, OK. Qu'on fasse une loi contre les mariages forcés, parce que quand il y a mariage forcé, il y a un viol, OK. Contre ce qui est réversible, ça me paraît beaucoup plus être l'objet de débat et appartenir peut-être à la liberté individuelle, à la liberté de conscience, parce que jusqu'où va-t-on? Après le foulard, ça a été les robes trop longues. Et puis il y a des paradoxes intéressants. Le grand adversaire du voile intégral, et bien sûr le voile intégral, ça me choque comme vous, mais c'est pareil, est-ce qu'on doit le combattre par conviction et idéologiquement, si vous voulez, par attractivité idéologique, ou on doit le combattre par la loi? Bon, personnellement, j'ai pu discuter avec des femmes qui portaient le niqab avant la loi et essayer de leur expliquer qu'elles étaient dans une impasse. Je ne peux plus le faire depuis la loi, puisque le problème, soi-disant, a disparu. Mais donc, le grand féministe, grand défenseur de la liberté de la femme, qui était le président de la commission, Eric Raoult, eh bien, quelque temps après, il a été mis en examen pour violence conjugale. Alors finalement, ça n'a pas abouti à un procès parce qu'il a fait un AVC. Et après l'AVC, il était très diminué. Sa femme a retiré la plainte. Bon. Mais l'objet de la violence conjugale, c'est que
il avait dit à sa femme qu'elle s'habillait comme une pute parce qu'elle portait une mini-jupe. Autrement dit, ce monsieur, grand défenseur de la liberté de la femme, il ne voulait pas des femmes trop habillées, il ne voulait pas des femmes pas assez habillées, il voulait finalement fixer exactement l'habit que portaient les femmes. Ça ne me paraît pas un modèle de liberté et d'égalité des sexes. Troisième point, je vais aller plus vite, parce que j'ai dit déjà pas mal de choses. Comme la République, la laïcité est sociale. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le moment le plus intransigeant de la laïcité, entre 1901 et 1904, ça a été dit pour des raisons sociales, c'est-à-dire qu'on combattait les congrégations, il y avait le milliard des congrégations, et le milliard des congrégations, on allait leur prendre, et ça allait financer les retraites ouvrières. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas un milliard des congrégations, il y avait entre 500 et 600 millions, déjà c'était la moitié, qu'il y a eu des procédures administratives, et dans ces procédures administratives, plein de gens s'en ont mis plein les poches, et qu'au total, on a récupéré 50 millions. Donc le milliard des congrégations avait fondu comme neige au soleil. Bon. Et c'est important parce que ça fait changer d'avis Jaurès. Jaurès, qui avait été tout à fait partisan des mille combes et de sa lutte contre les congrégations, a compris que peut-être il faisait fausse route. Et il est devenu favorable à Briand et à l'optique, donc, qui a donné la loi de 1905. Et Jaurès explique très clairement qu'il faut mettre fin au conflit des deux France, il faut faire une loi qui pacifie les choses, parce qu'il faut s'attaquer réellement aux problèmes sociaux, aux problèmes des retraites ouvrières, aux problèmes de l'impôt sur le revenu, à ce qui étaient les problèmes sociaux de l'époque. Autrement dit, ne pas absolutiser la laïcité, sortir de ce qu'on appelait à l'époque d'ailleurs la laïcité intégrale, pour pouvoir s'intéresser aux problèmes sociaux. Et donc avoir un lien entre laïcité et justice sociale. Alors, ça veut dire qu'il ne faut pas aussi avoir des lunettes qui fait voir tous les problèmes comme des problèmes avant tout religieux. Bon. Quand on crée des syndicats, on crée la possibilité, je l'ai dit, de syndicats chrétiens. Bon. Et on pourrait dire, oh là là, on communautarise la société, c'est affreux, etc. Bon. Ben non, on voit d'abord le catholique comme un ouvrier, avant de le voir comme un catholique, et comme un ouvrier qui a le droit de défendre ses intérêts, et qui a le droit de défendre ses intérêts dans le cadre de ses valeurs convictionnelles, et qu'il le fera d'autant mieux s'il le fait dans le cadre de ses valeurs convictionnelles, plutôt que si on lui demande d'être dans un syndicat anarchiste, par exemple, c'est qu'il ne fera jamais. Bon. Pareil, si vous voulez, au niveau... des partis démocrates chrétiens. On a autorisé les partis démocrates. Le chanoine Kirk, quand il était à l'Assemblée nationale avec sa soutane, comme l'abbé Pierre d'ailleurs, ils étaient membres du MRP, Parti démocrate chrétien. Et le paradoxe d'ailleurs, c'est que la laïcité est devenue un principe constitutionnel en 1946, quand le président du Conseil, à l'époque c'était mieux que le Premier ministre, il n'avait plus de pouvoir, était démocrate chrétien, Georges Bidault. Bon. Donc on n'a pas vu le catholique d'abord comme un catholique, on l'a vu d'abord comme un citoyen, ayant des droits de citoyen, ayant les mêmes droits que les autres citoyens, même s'il exerçait ses droits dans le cadre de ses valeurs propres. Bon. Et la République a supporté un parti démocrate chrétien pendant des années, et finalement la République n'a pas été abattue par le fait qu'il y a eu un parti démocrate chrétien. La morale laïque apprenait la doctrine de la solidarité. C'était l'idée qu'un enfant, tout enfant naissait avec un certain héritage qu'il recevait de ses ancêtres, des parents, enfin de tous ceux dont il était issu. Et cet héritage, il ne pouvait pas le rendre à ceux qui étaient morts. Donc il avait une dette, théorie de la dette. Bon. Et cette dette, comme il ne pouvait pas le rendre aux morts, eh bien, il fallait le rendre aux vivants. Et donc, ça lui créait des devoirs de solidarité vis-à-vis des autres, et notamment des plus pauvres et des plus démunis. Bon. Et puis, ça lui créait d'ailleurs aussi des devoirs envers les générations futures. Et donc, il avait hérité d'un certain degré de liberté, et il devait faire progresser la liberté pour que ses enfants et ses petits-enfants vivent dans un pays plus libre que le sien. On ne pensait pas encore à l'épuisement de la planète, mais on pensait au fait que la France devait progresser dans la liberté. Vous voyez, c'était une vision de la France plus modeste qu'aujourd'hui. Elle n'était pas une démocratie parfaite, elle était une démocratie à perfectionner.
Et donc, cet idéal de solidarité, il a donné quoi? Il a donné les assurances sociales, il a donné la sécurité sociale. Il y a une continuité entre le solidarisme et la création de ces institutions, et notamment du système de sécurité sociale français, qui, comme vous le savez, par exemple, est beaucoup plus performant que le système américain, même s'il a des problèmes. Bon. Et donc, laïcité et solidarité, et laïcité et problèmes sociaux étaient très liés. Et moi, j'avais été, par exemple, la première fois en Turquie quand c'était les kémalistes qui étaient au pouvoir. Bon. Et j'avais dit aux kémalistes, mais votre laïcité, c'est pour la bourgeoisie du Bosphore. Vous ne vous rendez pas compte que la laïcité française, elle s'est préoccupée de la solidarité. Bon. Et elle a été comme ça attractive aussi. Bon. Vous, c'est vraiment une laïcité de bourgeois. Tous les réseaux de solidarité, c'est les mosquées. Et donc, un jour ou l'autre, vous vous ferez bouffer. C'est logique. C'est prévisible. Il ne faut pas être un grand clerc pour le prévoir. Bon. Et c'est ce qui est arrivé, évidemment. La laïcité sans solidarité, c'est une laïcité de riches. C'est une laïcité de nantis. Et il ne faut pas s'étonner si les pauvres, ils choisissent d'abord de manger avant de penser à la laïcité. Et donc, il faut justement éviter de prendre tous les problèmes avec des lunettes religieuses, même si la religion peut être un facteur, elle est loin d'être le facteur. Et je crois que c'est comme ça aussi qu'il faut voir les difficultés actuelles de l'école. Bon. Bien sûr, moi je suis le dernier à méconnaître les difficultés qui existent à l'école, les incidents qui deviennent des affaires, les problèmes quand des gamins ne veulent pas visiter une église alors qu'on leur a expliqué qu'on visite l'église comme on visite un musée et que ce n'est pas un acte convictionnel qu'on leur demande, etc. etc. Mais d'une part, il faut essayer de prendre le problème dans son ensemble, et quand on sait que l'institution scolaire, et tout le monde en souffre, élèves, professeurs, parents d'élèves, l'institution scolaire est une institution foncièrement inégalitaire parce que c'est une institution ingérable. Bon, moi, je l'ai connue justement au cabinet de Ségolène Royal où on voyait bien que c'était ingérable parce que tout remontait au cabinet et Allègre a fait beaucoup de bêtises, mais un terme juste, c'était quand même le terme de mammouth. Et effectivement, tant que ça reste un mammouth, ça devient ingérable. Et donc, une institution qui augmente les inégalités au lieu de les combattre, quel que soit, encore une fois, le dévouement, la compétence, et c'est ça le gâchis d'ailleurs de tous les gens qui vivent dans cette institution et qui y travaillent, bon, c'est forcément une institution qui a des problèmes et des incidents. Bon. Et moi, je me suis prononcé de manière très ferme et très forte contre le rapport Aubin, d'abord parce que le rapport Aubin était au niveau méthodologique nul. Moi, un étudiant en master m'aurait proposé quelque chose, je lui aurais dit, monsieur, faites autre chose, mais vous n'aurez pas votre master avec quelque chose d'aussi méthodologiquement nul. Bon. Et d'autre part, il n'y avait aucune mise en question de l'institution qui produisait les effets qu'on voulait dénoncer. Ce qui était effet était traité comme cause. Bon. Et tant qu'on en sera dans cela, on sera dans une spirale invraisemblable et dans un engrenage invraisemblable où à chaque fois on voudrait être plus répressif que la veille. Bon. Alors que, d'après les enquêtes sociologiques dont on dispose, l'hôpital s'en sort mieux. L'hôpital a réussi, a eu des difficultés un peu pareilles à celles de l'école, hein, il y a 10-12 ans, et ils ont réussi à trouver des modus vivendi, ils ont réussi et il y a des études, notamment l'étude de Christophe Bertossi et Dorothée Prudhomme, qui montrent dans des hôpitaux ce qu'on appelle sensibles, entre guillemets, hein, ayant des gens de multiples convictions et de multiples nationalités dans la région parisienne, comment finalement ils arrivent à vivre une laïcité accommodante et apaisée, mais qui s'aide bien sur l'essentiel dans le cadre de l'hôpital et à gérer les problèmes. Bon. Mais il faut bien voir que justement l'institution hôpital, avec beaucoup de résistance, beaucoup de difficultés, mais est une institution moins rigide finalement que l'institution scolaire. Bon. Dernier point, la laïcité est républicaine. Bon. La laïcité est républicaine, mais la République est une instance politique, ce n'est pas une instance culturelle, ce n'est pas une église, ce n'est pas
ce n'est pas une institution religieuse ou para-religieuse. Et donc la République, c'est un vivre ensemble politique. C'est un vivre ensemble politique. Et si 1905 a apaisé, disons, les relations entre collectivités, communautés, etc., elle n'a pas supprimé les communautés, elle n'a pas supprimé les sous-collectivités. Et il y a eu des tensions qui ont continué, notamment au niveau scolaire, mais dans une démocratie, il y a toujours des tensions. Dans la France d'après 1905, un catholique peut mettre ses enfants à l'école libre, les mettre au patronage, militer dans un syndicat catholique, lire un journal catholique, adhérer à un parti démocrate chrétien. Ils sont dans l'entre-deux-guerres, ils n'ont pas beaucoup d'adhérents, ils en auront beaucoup plus en 1945, mais ils existent déjà, bon, etc., etc. Il y a toute une sociabilité catholique qui continue. Et d'ailleurs, le paradoxe, c'est que cette sociabilité catholique, en délicatesse avec la République laïque, intègre des Polonais, intègre des Italiens, etc., etc. Elle est à la fois un instrument un peu de dissensus au sein de la République et en même temps un instrument d'intégration à la République de travailleurs immigrés. Après 1945, mais déjà un peu avant, mais surtout après 1945, le Parti communiste développe toute une sociabilité où vous avez une presse enfantine communiste, qui n'a pas lu Pif le chien. Bon. Vous avez l'Humanité, avec la fête évidemment de l'Humanité. Vous avez la CGT, bien sûr. Vous avez des associations comme le Secours populaire, comme le Mouvement de la paix, qui est très important à ce moment-là, et qui milite contre l'arme atomique, le mouvement contre le racisme et l'antisémitisme, etc., etc. Vous avez tout un réseau de sociabilité communiste. En plus, si vous vivez dans une banlieue rouge, vous avez des rues Stalingrad, vous avez, etc., etc., des avenues Lénine, etc., etc. Bon. Là aussi, le Parti communiste a été un formidable élément d'intégration de travailleurs immigrés, alors qu'il était en dissensus avec la République, qu'il trouvait capitaliste. Bon. Autrement dit, l'intégration, c'est une intégration critique. Ça ne vous normalise pas quelqu'un comme à en faire un robot qui se dirait oui et amen à tout ce qui se passe dans la République dont il est citoyen. Et l'intégration n'a jamais mieux réussi que quand justement c'était une intégration distanciée. Et des gens complètement intégrés, ça serait une société figée qui ne bougerait pas, qui serait complètement rigide. Le bon vieux Durkheim avait déjà dit ça, il avait dit il faut s'intégrer, mais il ne faut pas être trop intégré. Et justement, il disait finalement, le suicide, quand on est trop intégré, ben, on se suicide plus que quand on est à moitié intégré, quand on est dans une relation de proximité et de distance. Donc tout ça, c'est les 30 Glorieuses, et notamment la deuxième partie des 30 Glorieuses, quand on a été dans une société de consommation, où ces lieux de sociabilité ont décliné. Ce n'est pas la laïcité qui les a fait décliner. La laïcité, elle n'a jamais dit qu'elle luttait contre le communautarisme, elle ne s'est jamais inventé un épouvantail communautariste avant ces dernières décennies. Et pourtant, quand l'Église catholique s'affirmait comme monarchie, quand le Parti communiste était stalinien, elle aurait eu toutes les raisons de le faire. Bon. Et moi, j'ai dit à André Gérin, là, qui était rapporteur de la mission du voile intégral, j'ai dit, si on vous suit, on aurait pris des lois maccarthistes pendant que le Parti communiste était stalinien. Bon, il ne m'a pas répondu. Il ne m'a pas répondu parce que je crois qu'il n'avait aucun argument pour me répondre. Bon. Donc ça veut dire que je nie pas du tout les dangers, bien sûr. Mais, si vous voulez, les mesures actuelles, et je vais terminer par là, ont plusieurs inconvénients. Le premier inconvénient, c'est de ne pas distinguer un port libre et un port contraint. On fait une répression qui atteint à la fois des gens qui choisissent librement quelque chose et d'autres qui le subissent. Bon, ce n'est pas normal. Et du coup, si vous voulez, pour les gens qui l'ont choisi librement, eh bien, la mesure est elle-même une limitation de liberté. Elle n'est pas une imposition de la liberté à des autorités religieuses comme les lois de la Troisième République et comme les lois de laïcisation des mœurs. Bon. Autrement dit, en plus, elle ne distingue pas entre le réversible et l'irréversible. Et d'ailleurs, comme par hasard, elle s'en prenne plus au réversible qu'à l'irréversible. Et on a passé beaucoup plus de temps et d'énergie
à lutter contre des tenues vestimentaires ou des habitudes alimentaires qu'à lutter contre les mariages forcés et qu'à lutter contre l'excision. Du coup, résultat, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu d'isoler les extrémistes, et bien sûr, il y a des extrémistes, bien sûr, ils sont dangereux, bien sûr, on va peut-être avoir des attentats terroristes dans 1 mois ou dans 3 mois. Bon. Mais le problème, justement, c'est de les isoler, c'est d'être le plus inclusif possible et de savoir les isoler. Bon. Eh bien, on les rend attirants, et pour des gens qui sont moitié-moitié, une moitié, un pied dans la République, un pied dans une contestation de la République qui peut devenir radicale et dangereuse si on a les 2 pieds dedans, eh bien, on les amène à avoir les 2 pieds dehors au lieu, au contraire, d'avoir les 2 pieds dedans. On rend peu attractifs donc les appels à la distanciation. On développe un sentiment communautaire de stigmatisation. Et une société qui a un ressenti stigmatisé, eh bien, elle fait bloc. Et la critique interne devient plus difficile au sein même de cette communauté. Autrement dit, on aboutit au résultat inverse de celui qu'on veut atteindre. Et donc, c'est une laïcité contre-productive, à supposer d'ailleurs que cette laïcité reste fidèle à ses idéaux d'origine, ce dont je ne suis pas entièrement convaincu, vous l'aurez compris. Donc je terminerai par l'invocation de Claude Nicollet, qui a été un grand historien, qui a travaillé sur la République, qui a travaillé sur la laïcité, et qui a inventé la notion de laïcité intérieure. Et il disait finalement, la laïcité, ce n'est pas les athées et les agnostiques contre les croyants, c'est la capacité de chacun à faire une gymnastique intellectuelle, à avoir des convictions, qu'elles soient religieuses ou irreligieuses. Bon. Et j'espère que tout le monde a des convictions, parce que quelqu'un qui n'a pas aucune conviction, c'est un peu un rebot. Bon. Mais de savoir justement faire une gymnastique intellectuelle pour être capable de se distancier par rapport à ses propres convictions. Et là-dessus, disait-il, lui qui était agnostique, les agnostiques et les athées ont besoin autant de distanciation intellectuelle que les croyants, parce que les agnostiques et les athées ont aussi des valeurs auxquelles ils croient et qui peuvent devenir totalitaires. Et l'expérience l'a montré d'ailleurs, un État non religieux peut être totalitaire. Quand on disait que Saddam Hussein, par exemple, c'était un État laïque, en fait, ce n'était pas du tout un État laïque au sens où, évidemment, Nicolet l'emploie au sens de la laïcité intérieure. Et donc, c'est cette capacité de pouvoir prendre soi-même ses distances avec son propre cléricalisme, et tout le monde, nous tous, on a une tendance à être clérical. Bon. C'est cette capacité-là qui est le correspondant individuel, si vous voulez, de la laïcité républicaine au niveau collectif. Je vous remercie. Alors merci Jean pour cet exposé concis, synthétique et en même temps extrêmement dense. Donc la parole est maintenant à la salle pour les questions. Bruno. Merci. Bruno Garnier, je suis professeur de sciences de l'éducation ici à l'Université de Corse. Je voudrais à mon tour remercier Jean Bobéro pour son exposé, qui était particulièrement dense, effectivement, qui apporte beaucoup de matière aussi. Je me tourne vers mes étudiants qui préparent le concours de conseiller principal d'éducation, mais on reprendra beaucoup de cette matière-là, parce que c'est quand même très, très dense et il va falloir y revenir. Je voudrais poser une question, ou plutôt vous soumettre une réflexion sur les relations entre laïcité et neutralité. Parce que l'idée de cette question m'est venue quand vous avez dit que l'hôpital s'en sortait plutôt mieux que l'école. Bon, vous avez dit qui était un peu rigide peut-être. Je me demande si c'est pas parce que si l'hôpital s'en sort mieux, peut-être parce que l'hôpital peut assimiler finalement la neutralité, la laïcité dans ses murs, la laïcité à la neutralité qui ouvre vers une certaine tolérance aux différences, etc. Mais l'école ne peut pas à mon avis, enfin je vous soumets cela, ne peut pas vraiment assimiler totalement la laïcité à la neutralité parce qu'elle est chargée de transmettre, d'éduquer à la laïcité et pas seulement de montrer un traitement neutre à l'égard de tous les enfants, quelles que soient leurs opinions et leurs croyances. Bien sûr, elle doit être neutre aussi, mais il y a des valeurs à transmettre et depuis, enfin ça c'est un héritage de Jules Ferry, bien sûr,
Jean Jaurès, que vous avez cité, Jean Jaurès qui disait il n'y a que le néant qui soit neutre. Et Jules Ferry, pour sa part, je vous ai promis la neutralité religieuse, je n'ai pas promis la neutralité politique. L'école doit défendre, illustrer les valeurs de la République. On l'a vu encore récemment avec la charte de la laïcité imposée par Vincent Payon dans toutes les écoles, qui a suscité débat aussi, parce que certains enseignants auraient peut-être la tâche plus facile, c'est vrai, si cette charte n'était pas là, et cependant c'est le cœur de leur mission, même si ces débats peuvent entraîner des tensions, ou en tout cas mettre à jour des tensions, l'école néanmoins doit transmettre la laïcité en tant que valeur de tolérance, mais aussi valeur puisque votre conférence s'intitulait Vivre ensemble également, valeur de vivre ensemble, ça impose à chacun de respecter certains principes, donc de les comprendre, d'en comprendre le fondement. Alors voilà, ma question c'est comment vous voyez ces relations entre laïcité et neutralité aujourd'hui, particulièrement dans l'enseignement, dans l'éducation. Merci. Oui, alors effectivement, il y a deux aspects. Bon, il y a le fait que l'école doit éduquer à la laïcité, mais avant ça, j'y reviendrai sur cet aspect qui est important, mais avant ça, je voudrais expliciter, quand je dis que l'hôpital s'en tire mieux, c'est parce que finalement, l'hôpital fait des accommodements que l'école ne fait pas. Il y a un certain nombre d'hôpitaux où, vous savez, les infirmières portent des charlottes qui leur couvrent la tête quand elles font certaines pratiques. Bon. Et puis les infirmiers, d'ailleurs, aussi portent des charlottes également. Et bon, si l'infirmière ou l'infirmier porte la charlotte tout le temps et pas seulement dans les moments où personne ne dit rien, sous la charlotte de l'infirmier, il y a une kippa. La charlotte de l'infirmière lui couvre les cheveux. Bon, autrement dit, c'est par conviction religieuse que les gens portent leur charlotte tout le temps. Mais bon, l'hôpital ne dit rien. Et finalement, ce qui est important, c'est que l'infirmier et l'infirmière respectent la neutralité institutionnelle de l'hôpital et respectent les convictions de chaque hospitalisé, et la liberté de conscience de chaque hospitalisé. Et donc, il y a une stricte neutralité de comportement qui est demandée, mais on est souple sur la neutralité vestimentaire et on profite de l'ambiguïté du port de la charlotte, par exemple, pour l'accepter. Bon. D'autre part, il y a eu en 2002-2003 certaines affaires, d'ailleurs, qui ont été montées en neige par les médias parce qu'elles étaient limitées, mais bon, de patientes qui refusaient de soins de médecins hommes. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on parle toujours des patientes qui refusent des soins de médecins hommes, mais il y a des hommes que je connais qui n'aimeraient pas trop être auscultés par une femme. Bon, ça, on ne le met jamais sur la table. Bon. Là aussi. Bon. Mais il y a des hôpitaux qui sont... Alors, bon, l'argument, c'était toujours de dire que c'est les maris qui ne veulent pas, qui les obligent. Bon. Alors moi, ça m'a fait rigoler tout de suite, dans la mesure où, bien sûr, ça peut être le cas, mais c'est un argument qui a été longtemps employé par les médecins contre le fait que les femmes voulaient devenir médecins. Au XIXe siècle, les femmes voulaient devenir médecins, et en disant parce que les femmes n'aiment pas être auscultées par des médecins hommes. Et les médecins hommes répondaient, mais non, les femmes aiment bien ça, mais c'est les maris qui ne veulent pas. Bon. Donc l'argument est un stéréotype qui est... Bon. Alors ça correspond à des réalités, mais pas à toute la réalité. Bon. Donc même dans les cas où ça correspond à des réalités, les médecins sont aperçus qu'ils calmaient beaucoup de jeux dans... pas 10 cas sur 10, mais 9 cas sur 10, quand ils acceptaient que les maris assistent à l'examen. Parce qu'en fait, ces maris étaient obsédés par la paternité, et donc ils voulaient bien s'assurer, les maris, que c'était un examen médical et pas autre chose. Bon, ça peut être désagréable pour un médecin de se voir suspecté a priori. Je ne nie pas du tout le fait. Encore que vous avez des médecins qui sont passés en procès justement parce qu'ils ont été plus loin que leur acte médical. Mais
bien sûr, c'est désagréable. Mais on est déjà dans un climat, de toute façon, de suspicion d'institutions, partout. Partout. Il n'y a pas seulement chez les gens de conviction musulmane et orthodoxe. Partout. Bon. Donc on est dans une situation où, effectivement, il est plus difficile d'être un agent institutionnel qu'il y a 30 ans. Mais rappelez-vous, c'était mai 68 qui a contesté les institutions qui avaient toujours raison et qui étaient dominatrices. Bon. Donc, ils ont accepté que les maris assistent, et si les maris ne pouvaient pas assister, qu'il y ait une femme qui assiste à l'examen. Une femme bon. Et du coup, ils ont résolu 9 cas sur 10, encore une fois. Bon. Et par exemple, quand j'ai fait une enquête sur les hôpitaux au Québec, et au Québec, ça paraît inimaginable qu'effectivement, il n'y ait pas quelqu'un de neutre qui n'assiste pas à l'examen d'une femme auscultée par un homme. Quand j'ai dit ça à une femme infirmière qu'en France, justement, il y avait ce débat-là, elle était horrifiée qu'on puisse avoir l'idée de laisser une femme seule auscultée par un homme sans quelqu'un qui assure que ça soit bien un examen médical et pas autre chose. Alors, je vous donne ça pour montrer la différence de mentalité et de culture. Bon. Donc, vous voyez déjà, il y a eu des accommodements qui ont été faits, au cas par cas, encore une fois, etc., et qui ne relèvent pas de ce que vous avez dit. Bon, reste le problème que vous avez dit, le fait qu'effectivement, l'école a éduqué à la laïcité. Bon. Mais il faut savoir à quelle laïcité elle éduque. Si effectivement c'est une laïcité gymnastique intellectuelle, c'est une laïcité où chacun prend de la distance avec ses propres convictions, y compris l'enseignant, ou pas. Bon. Moi, je vais vous raconter un exemple très personnel. Bon, quand j'étais chez Ségolène Royal, je reçois une lettre de 2 enseignantes en philo qui me disent « c'est affreux, quand on enseigne le darwinisme, les élèves se lèvent et nous brandissent le Coran. Bon. Vous ne pourriez pas nous aider. Bon, je vais les voir et je leur dis, écoutez, moi, j'ai été dans une école où il y avait des spécialistes de Darwin, j'ai appris des choses, mais je ne me sentirais pas capable d'enseigner le darwinisme. Vous, qu'est-ce que vous faites? Bon, elles me racontent ce qu'elles enseignent. Et au bout d'un quart d'heure, je leur ai dit, mais moi, si vous m'enseignez ça, je vous brandis le Coran, la Bible, la Torah, n'importe quoi. Et parce que c'est imbitable ce que vous dites. D'abord, j'en sais pas grand-chose, mais je sais que c'est faux. Ce que vous dites, c'est complètement dépassé. Plus aucun scientifique sérieux ne dit des choses comme ça. Et puis, c'est vos convictions. Enfin, vous essayez de faire passer vos convictions sous prétexte d'un enseignement philosophique. Vous n'êtes pas du tout dans la neutralité enseignante de comportement, etc. Quand Jaurès dit « il n'y a que le néant qui est neutre », il faut lire tout le texte, hein, parce qu'il dit bien que l'école n'est pas assez critique par rapport à ses propres stéréotypes. Bon, hein. La première mise en cause d'une neutralité, ce que j'ai appelé le juste milieu, justement, d'une neutralité qui serait le néant, c'est la mise en cause des stéréotypes dominants, de la société dominante. Bon, moi, ce que je reproche à la charte de la laïcité, c'est qu'il n'y a pas une ligne de contestation d'institutions. Pas une ligne. Et moi, j'ai fait sur mon blog, là, sur Mediapart, la charte de la laïcité de Payon en complétant chaque article et en montrant comment c'était réversible par rapport à l'institution. Comment on pouvait continuer chaque article de la charte de la laïcité et à partir de là faire une critique de la pratique de l'institution. Tant qu'on ne fera pas ça, il ne faut pas s'étonner que les gamins se révoltent et nous trouvent imbitables. C'est logique, et ça ira de mal en pire. Bon. Les articles sur les enseignants qui en ont marre, il y en a depuis 25 ans dans l'Express, dans Le Point, dans le Nouvel Obs, etc. Depuis 25 ans. Moi, j'en ai commencé la collection, puis j'ai abandonné. Bon. Et c'est répétitif. Bon. Et vous dites, qu'est-ce que c'est que cette institution qui, depuis 25 ans, met les profs, les élèves et les parents dans cette situation-là et ne bouge pas. Et les seules choses qu'elle sache faire, c'est justement des rapports aux bains, des chartes de la laïcité, des trucs comme ça. Mais c'est dérisoire, c'est complètement dérisoire. Et si vous voulez, moi je regrette, j'ai peut-être une position bien particulière en France, mais si je n'avais pas la position que j'ai, je ne serais pas pris au sérieux sur le plan international.
si je répétais les stéréotypes, si vous voulez, de la laïcité dominante française, je serais ridicule auprès de mes collègues, partout, partout. Parce que quand mes collègues m'interrogent à l'étranger, ils ne m'interrogent pas sur vous êtes pour ou contre le foulard. Ils m'interrogent en me demandant si mes analyses, elles sont sérieuses sur le plan sociologique, sur le plan historique, etc., avec les critères de la profession. Bon. Et la France est incapable d'analyser la laïcité avec des critères des sciences humaines. Bon. Pour moi, c'est de l'obscurantisme. Et tant qu'elle sera dans cet obscurantisme-là, en prétendant justement lutter contre l'obscurantisme, alors on marche sur la tête. On marche sur la tête. Et ce n'est pas étonnant que les résultats soient catastrophiques. Bon. Un dernier exemple. Les manuels scolaires, des manuels scolaires vous disent qu'en France, l'école est gratuite, laïque et obligatoire. C'est complètement faux, évidemment. C'est complètement faux. Il n'y aurait pas d'enseignement libre sous contrat si l'école laïque était obligatoire. Bon. Et on enseigne ça même au manuel de formation des maîtres. Bon. Alors, comment voulez-vous consentir si les manuels enseignent des choses fausses aux maîtres qu'elle va former? C'est impossible, c'est impossible. Donc, effectivement, il y a des gens qui croient que je nie les difficultés. Les difficultés, je les connais d'autant. Tous les jours, je vais sur Internet pour voir les problèmes qu'il y a au niveau de la laïcité. Donc professionnellement, je les connais. Bon. Mais malheureusement, et vraiment, 25 ans, je commence à en avoir marre, je demande qu'on ne fasse pas bouger le public. Je me dis, ça n'avancera pas toujours tant qu'on sera dans « à nous, on a la charte de la laïcité, on est les meilleurs, etc. » Et puis vous avez à vous y conformer. Et notre institution, elle est laïque par essence. Ben non, elle n'est pas du tout. L'école française n'est pas une institution laïque. Tant qu'on n'aura pas compris ça et qu'on ne prendra pas le problème à ce niveau-là, ben on n'arrivera pas à le résoudre. Très bien. Une autre question. Profitez-en. Oui, je ne voudrais pas en étant péremptoire enlever le débat, mais voilà, je vous dis les impasses face auxquelles j'estime être acculé, quoi. Bon. Ce sont des impasses qu'on connaît bien en sciences de l'éducation. Oui, hein. Bon, ce sont des questions récurrentes, hein, malheureusement, qui pour l'instant n'ont pas trouvé de résolution. Alors, j'ai oublié de vous donner une information. Donc, Jean Bobero en a parlé. Il anime un blog sur le site de Mediapart, le blog de Jean Bobero. Donc, si vous vous branchez sur Internet, vous pouvez avoir un suivi de l'actualité et une interprétation des faits à la lumière de son point de vue. Donc, c'est intéressant à côté des livres. 30 secondes de sourire. J'avais donné un conseil à François Hollande en disant qu'il pouvait facilement reprendre la main à sa conférence de presse en annonçant un référendum pour ou contre une loi donnant le droit à l'euthanasie, parce que comme il y a 92% des gens qui sont favorables à l'euthanasie, même s'il avait perdu 30% de gens qui n'auraient pas voulu voter oui à un référendum fait par Hollande, il avait encore 62% de gens qui étaient favorables. Bon. Il n'a pas voulu, mais c'était prévisible, il n'a pas voulu accepter le conseil. Mais bon, j'essaye comme ça d'imaginer des choses, si vous voulez, qui sortent un peu, d'une part, de la morosité ambiante, et d'autre part, qui montrent que, en fait, ce dont traitent les médias et tout ça, c'est pas le seul possible. On est enfermé dans un truc où on nous fait croire que il n'y a qu'une seule chose possible, il n'y a que des... Bon, mais l'univers des possibles est beaucoup plus large, en fait, que ce qu'on prétend. Et après tout, c'était une promesse de Hollande de faire une loi autorisant l'euthanasie. Question de la salle. Alors, moi, j'en aurais eu une, personnellement. Hein. C'était qui est double. Alors, la première, elle est à propos de l'enseignement du fait religieux. L'enseignement du fait religieux. Quel est votre point de vue à ce sujet, d'une part. Et deuxièmement, Pierre Bourdieu avait fait un rapport au nom du Collège de France à François Mitterrand sur l'enseignement de l'histoire. Et il y faisait une recommandation qui me permet de vous interroger à ce sujet. Il disait... Bon, dans les classes de lycée, quand les élèves ont une certaine pratique, une certaine culture, il serait bon à la fois d'enseigner des contenus de connaissances, mais aussi la façon dont ces contenus s'élaborent. Voilà.
Et est-ce que d'une certaine façon, la proposition de Bourdieu, qui est difficile à mettre en œuvre, hein, mais qui vise comment dire, à une certaine prise de distance, ne pourrait pas être réutilisée dans des modalités concrètes qui restent à définir, au profit de cet enseignement de la distance, ce que devrait être la laïcité, y compris par rapport à ses propres convictions. Oui, moi j'ai toujours défendu, justement comme historien, l'idée qu'on n'avait pas besoin d'enseigner l'histoire de la préhistoire à nos jours, parce que finalement, les élèves, ce qu'ils en retiennent, c'est quand même, par rapport à ce qu'on a enseigné, très, très décevant, mais que par contre, les intéresser à la manière, justement, dont on travaille pour restituer quelque chose du passé quand on est historien, ça, je crois que c'est beaucoup plus intéressant parce que, si vous voulez, aussi un des gros problèmes de l'école, c'est que l'école n'a plus du tout le monopole de la transmission ou de l'apprentissage des connaissances. Maintenant, vous avez toute la communication de masse où vous avez le pire, mais aussi le moins pire, et voire des fois des choses qui se tiennent et qui sont bonnes. Bon. Et donc, qu'on n'ait plus l'ambition de transmettre un savoir exhaustif me semble une bonne idée, à condition de susciter de la curiosité intellectuelle. Alors, évidemment, d'enseigner quelques fondamentaux, de repères fondamentaux, mais qu'on fait mal quand je trouve des anciens élèves qui croient que De Gaulle, c'est avant Louis-Philippe ou des trucs comme ça. Ça arrive. Hein. Ça arrive parce qu'on leur a, tout à coup, on a arrêté, on faisait le cours sur Charles X, et puis il y a eu la mort de Gaulle, donc on a fait un cours sur De Gaulle, et puis on a repris Louis XVIII. Et donc, bon, alors j'exagère un peu, mais il y a eu des choses comme ça. Bon. Non, effectivement, bon, qu'on sache se repérer au niveau des fondamentaux, mais après, qu'on ait des trous, c'est pas grave si effectivement on a suscité la curiosité intellectuelle des gens et si les gens savent trier après dans les informations qu'ils peuvent avoir facilement par Internet. Bon. Internet est merveilleux à condition qu'on sache trier. Hein. À condition qu'on sache trier et qu'on ne soit pas dépendant d'Internet. Bon. Et ça, moi, ça me semblerait être une mission aujourd'hui de l'école. Bon, il y a des choses formidables. Sur Internet, vous avez, par exemple, la totalité des débats qui ont présidé à l'élaboration de la loi de 1905. Bon. Avant, vous aviez que quelques... Alors, c'est d'ailleurs formidable déjà au niveau des procédures que je vous ai dit, validation et invalidation. Si je dis une bêtise sur les débats de la loi de 1905, n'importe qui peut demain aller vérifier sur Internet si j'ai dit une bêtise ou si je n'ai pas dit une bêtise. Avant, comme vous aviez que des historiens qui allaient aux archives nationales, etc., vous voyez l'aspect restreint d'affaires. Bon. Donc, c'est déjà une formidable avancée de la démocratisation du savoir. Et l'histoire a ceci de formidable aussi, qu'avec tout le réseau des sociétés savantes, l'histoire est une affaire de professionnels et de non-professionnels. Moi, je suis originaire du Limousin. Dans mon bourg du Limousin, il y a une société savante de gens qui ont des professions diverses et qui font des fouilles historiques. Et qui sont de qualité. Bon, alors il y a des fois, ils me demandent des trucs pour coordonner, si vous voulez, pour faire le panoramique. Bon, mais c'est tout à fait de qualité. Et moi, ils m'apprennent des choses. Bon, et donc il y a cette circulation entre des professionnels et des amateurs entre guillemets qui est formidable et que vous ne trouvez pas dans d'autres disciplines. Bon, donc, et donc favoriser ça. Hein, justement, en sachant qu'après, des gens pourront, s'ils le souhaitent, continuer à faire activement de l'histoire, ça me paraît très essentiel. Et puis, effectivement, dans cet aspect de gymnastique intellectuelle, ça ferait comprendre aux gens que le savoir, c'est à la fois quelque chose de précieux qui est différent de l'opinion, et puis en même temps, ce n'est pas la vérité définitive. Et ça éviterait aussi aux journalistes de croire que leurs souvenirs d'école sont encore valables. Moi, je me suis trouvé une fois à France Culture avec un journaliste qui disait des bêtises sur Jules Ferry, mais vraiment grosses comme lui. Alors j'ai été méchant parce que je suis méchant. Je lui ai dit, ah ben c'est intéressant ce que vous dites, dans quelles archives vous avez trouvé ça?
Après, il m'a engueulé. Bon, évidemment, il n'était pas content. Il n'avait jamais été, bien sûr, dans des archives de Jules Ferry, mais je ne lui demande pas d'être allé dans des archives de Jules Ferry, qui sont à Sandier, où on a un excellent Gewürztraminer, par ailleurs. Mais de savoir que ses souvenirs scolaires sur Jules Ferry, ce n'est pas forcément le savoir historique d'aujourd'hui, si vous voulez. Rien que ça permettrait d'être un peu plus sérieux et de vérifier. Bon. Autre exemple, le Haut Conseil à l'intégration, bon, qui est quand même une instance ministérielle de gens qui sont à bac +8 ou 10, etc., etc. Il fait un historique de la laïcité, 3 pages et demie, 11 erreurs factuelles. 11 erreurs factuelles. Pas des choses qui sont des débats. Non, 11 erreurs factuelles. Une, par exemple, pour en prendre une dans le tas, ils disent que la loi de 1905 a influencé fortement la séparation de l'État au Mexique. Bon. Petit détail, la séparation de l'Église et de l'État au Mexique, elle date de 1859. Il suffit d'aller sur Internet pour le savoir. Bon. Donc en 2009, les Mexicains ont célébré les 150e anniversaire de leur loi de séparation à eux, leur séparation à eux. Et mon collègue Roberto Blancart a fait une déclaration en disant que les Mexicains étaient le peuple le plus intelligent du monde, puisqu'en 1859, ils se sont dit « Imaginons ce que les Français feront en 1905 et imitons-les ». Bon. Mais oui, mais les Français ne se rendent pas compte que des fois, à force d'être péremptoires, ils sont ridicules. Bon. Et donc, si vous voulez, les élites de notre beau pays sauraient que leurs souvenirs scolaires ne sont pas le dernier état de la connaissance historique, ben on aurait gagné, si vous voulez. On aurait gagné, et peu importe justement qu'ils ne sachent pas tout, ou qu'ils ne croient pas savoir tout, justement. C'est ça le problème, c'est quand on croit tout savoir. Bon. Alors c'est pareil pour Alors moi, qu'est-ce que j'attends d'un enseignement sur la religion à l'école? Bon. J'attends que... quelque chose qui est incontestable et que même les religieux ne peuvent pas contester, si vous voulez, qui est le fait de désubstantialiser la religion. La religion, ça bouge, ça mute. Les croyances des catholiques d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec les croyances des catholiques du IIIe siècle après Jésus-Christ ou du XVIe siècle après Jésus-Christ. Bon. Et bon... Évidemment, on a tendance à l'oublier, mais je pense que c'est un fait incontestable que même des catholiques doivent pouvoir interpréter à la lumière de leurs croyances. Mais en tout cas, c'est le boulot quand même de l'école. Bon. Pourquoi c'est important de dire ça? C'est parce que on nous sort tout le temps un islam éternel, substantialiste, le Coran dit que, donc les musulmans croient que, etc. C'est pas comme ça que ça se passe, évidemment. C'est pas comme ça que ça se passe. Et bon, pour dire les choses de manière ultra sommaire, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais une religion d'inclus, c'est différent d'une religion d'exclus. Bon. Alors, l'exemple, dans une autre vie, j'ai fait de l'histoire du protestantisme. Bon, sous l'édit de Nantes, les pasteurs, ils prêchent qu'on peut être sauvé en étant catholique. On peut être catholique et échapper à l'enfer et à atterrir dans ce beau paradis. Bon. Quand Louis XIV arrive, qu'il détruit les temples, qu'il réprime, etc., ben, tous les pasteurs, ils se mettent à prêcher qu'on ne peut pas être sauvé si on est catholique. Parce qu'on est persécuté. Si on dit aux gens qu'en plus, ils iront au paradis quand même s'ils abandonnent la foi protestante, alors là, ça ne marche plus. Bon. Donc, le discours des pasteurs change et on ne peut plus être sauvé en étant catholique quand il y a la répression. Bon. Autrement dit, le message religieux, ça ne veut pas dire que le message religieux est une pure illusion, etc. Hein. Bon. Je suis personnellement croyant et méthodologiquement agnostique. Bon, hein, et je vis ça très bien. Je ne suis même pas schizophrène. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est clair que le message dominant et le plus crédible sur le plan religieux est différent suivant la situation culturelle, sociale, symbolique de ceux qui le reçoivent. Bon. Et il est clair qu'actuellement en islam, il y a des tas de gens qui réfléchissent et qui renouvellent la pensée sur l'islam. Il y en a d'ailleurs beaucoup qui sont francophones et qui enseignent aux États-Unis parce qu'ils ne peuvent pas enseigner en France parce qu'ils estiment que la France, il y a trop de discrimination. Bon. Bon. Et donc l'islam est un peu dans la situation du catholicisme avant Vatican II, c'est-à-dire qu'il y a une pensée
modernisante, si vous voulez, mais ce n'est pas encore forcément le bon terme, mais de réinterprétation de l'islam à la lumière de la société d'aujourd'hui. Et en plus, c'est validé en islam par ce qu'on appelle l'ijtihad. C'est-à-dire que dans l'islam traditionnel, il y a effectivement l'idée qu'il faut adapter l'islam à la société. Bon, donc on ne peut même pas dire qu'ils sont hétérodoxes substantiellement, si vous voulez. Bon. Mais ces gens-là sont peu crédibles parce qu'on est dans une situation où, sur le niveau national, effectivement, la plupart des musulmans ne sont pas inclus, mais ils sont plutôt dans l'exclusion culturelle, dans l'exclusion sociale, etc. Et sur le plan mondial, le drame, c'est qu'effectivement, c'est les idées que Touraine a développées depuis longtemps, les pays dits musulmans ou de culture musulmane sont out plutôt que in. Bon. Et que dans les États ont été des États autoritaires, et quand les États autoritaires se délitent, eh ben on a des phénomènes de désinstitutionnalisation complète de l'État, avec du terrorisme comme l'État islamique ou le pseudo-État islamique, etc. Bon. Mais c'est une situation, effectivement, tant que cette situation internationale continuera, on restera dans la situation avant Vatican II. Bon. Mais personne ne pouvait prévoir Vatican II quand ça s'est tenu. Personne ne pouvait prévoir l'effondrement de la URSS et la redistribution des cartes en 10 ans entre ce qu'on pouvait penser en 83 sur le bloc Est-Ouest et la situation de 93, il n'y a rien à voir. Et personne en 83 n'avait prévu ce qui arriverait 10 ans après. Bon. Autrement dit, si un second printemps arabe réussissait, si l'Iran échappait aux ayatollahs, etc., si les cartes pourraient être redistribuées très vite, et là, alors, justement, tous les penseurs, je pense à mon ami Mohamed Harkoun pour la France, il a fait une œuvre merveilleuse. Le problème, c'est que dans la situation socio-politique, économique actuelle, cette œuvre n'est pas crédible. Mais le jour où la situation socio-économique, politique changera, ben, cette œuvre, elle est déjà lue par pas mal de musulmans, et souterrainement, elle fait déjà de l'effet. Bon. Mais elle continuera à être lue. Quelqu'un qui continue son œuvre, comme Bachir, bon, etc., Rachid Bachir, etc. Les penseurs de l'islam existent. Bon. Ce qu'il faut, c'est que la situation change pour qu'ils deviennent des penseurs hégémoniques, si vous voulez, en islam. Bon. Et moi, tout ce que j'attends justement d'un cours laïque sur les religions, c'est désubstantialiser les religions, désessentialiser les religions, les appréhender comme des grands phénomènes historiques et symboliques, en sachant que tout le monde est dans le symbolique, tout le monde a des rituels, tout le monde a des mythes, tout le monde, etc., que personne n'échappe au symbolique non plus. Bon. Et qu'on a des dirigeants qui sont énarques, et on a l'impression que l'énarque, c'est l'analphabétisme sur le plan du symbolique. Bon. Et c'est une des raisons de l'échec des politiques. Hein. Bon. Donc c'est ça que j'attends d'un enseignement laïque des religions. Et là aussi, depuis, j'ai dû faire mon premier article en 1990 en disant c'est un enseignement sur le symbolique qu'il faut faire. Bon, mais on a l'impression qu'on prêche dans le désert. Bon, ceci dit, c'est pas grave parce que de toute façon, c'est pas. Mais si vous voulez, c'est tout un terreau de la société civile qui doit essayer de se prendre en main pour faire bouger la société, faire bouger les choses. Et heureusement, la France a quand même justement de grandes richesses à ce niveau-là, et c'est pour ça que les choses ne sont pas foutues. Mais les rapports aux politiques et les rapports aux dirigeants sont quand même assez désespérants, il faut reconnaître. Et je dis pas ça pour Ségolène Royal, hein, parce qu'elle m'a toujours soutenu, et donc j'ai toujours eu de bons rapports avec elle, et je suis plutôt de son côté, plutôt que Valérie Trierweiler.